Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Canap by Excelsior. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Marronnier. Tu es CEO de Tomcat Factory. Comment ça va, Pierre? Eh ben écoute, je suis en pleine forme, très T'es en content pleine d'être là. forme? Ouais, Il est parfait. 14 heures, on vient de déj, le petit café, on est très bien. On va parler de plein de choses ensemble. On va parler de ton incubateur, Tomcat Factory. On va parler un petit peu de ton parcours, l'enchaînement pro web CE, Edenred, et puis effectivement cette nouvelle aventure pour toi. Et puis après, dans le cœur de l'interview, on va parler de la digitalisation des process métiers, un petit peu B2B. C'est quelque chose apparemment qui te parle beaucoup, du future of work et de la diversité qu'on peut avoir dans les équipes, l'importance de la diversité dans les équipes. Donc, plein de sujets qui s'avèrent hyper intéressants. On va en parler. Tu peux lancer le jingle. Pierre, on a l'habitude de démarrer effectivement par le CV de l'invité. Qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est à toi. Bah écoute, c'est une bonne idée parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de CV, C'est figure-toi. vrai? Ouais. Eh ben, écoute, Je tu pense vois. que j'ai pas fait de CV depuis 2005. Ok. Et Voilà. là, c'est en et plus CV à l'oral. Alors, CV à l'oral. Non, c'est une bonne manière de raconter mon parcours. J'ai fait des CV en sortant de l'école de commerce que j'avais ok. fait très rapidement après le bac. Mhm. Et figure-toi que j'ai jamais été embauché sur CV. Sur CV. Voilà, j'ai été beaucoup refusé. Ok. Après entretien quand même parfois. J'avais quand même, j'arrivais Ils t'ont donné quand même une chance. Ils se voilà. sont dit, on va quand même le rencontrer. Ok. Mais j'ai été beaucoup refusé et je pense que je faisais flipper un peu mes futurs potentiels Pourquoi? employeurs. Parce que ils devaient sentir que j'avais quelque chose assez profondément ancré en moi, qui était Ouais. mon incompatibilité avec le salariat tel Un qu'on peu l'entendait, classique. surtout à l'époque. Ça commence à changer quand même pas Ouais. mal. On est quand même déjà en 2021, donc ça, tu vois, ça fait longtemps. Mais voilà, ce besoin que j'avais moi de pouvoir découvrir toujours des nouvelles choses, d'apprendre, d'être sur plein de D'entreprendre. projets, Ouais. etc. Et d'entreprendre finalement, parce que Ouais. je pense que mon premier BP, je l'ai fait quand j'avais 16 ans, sur sur un cahier, dans un train, en partant en vacances. C'était quoi ton projet Et du coup alors, c'était de faire de l'accastillage pour les bateaux, de figure-toi, parce que l'accastillage? ouais, alors que j'y connaissais rien Ah, du je sais tout. même pas ce que c'est, tu Mais vois. j'avais un pote dont le père avait un bateau qui me racontait les fortunes que son père dépensait tous les ans pour garder son bateau en bon Ouais. état et combien ça coûtait de changer les pièces, etc. Et il avait voilà, des copains à lui dont les parents étaient dans ces business-là. Et je me suis dit, mais c'est une mine d'or ce truc, c'est Ok. incroyable. Et Je me déjà, dis, tu avais 16 ans, tu disais, attends, faut faire un donc truc. voilà, j'avais envie d'une certaine manière d'entreprendre, mais j'avais pas cette fibre totale. Je n'étais pas entrepreneur total Ouais. et entier. Mais j'ai pas eu le choix en fait, parce que justement, comme je te disais, j'ai jamais été embauché sur CV. J'ai fait plein de petits boulots à droite, à gauche pour gagner ma vie. Mhm. Mais j'ai fini par monter une boîte parce que c'était le seul moyen pour moi, De t'exprimer finalement, clairement, et quoi. puis gagner de l'argent, en fait, tout Ouais. simplement. Il fallait bien payer son loyer, les bières avec les copains le Bah, soir, les monter une boîte, c'est week-ends. peut-être pas forcément le meilleur moyen de gagner de l'argent quand on sait pas trop Bah, au début en tout ou cas, je savais autre. faire des trucs. Il y a des gens Ouais, qui étaient prêts à me payer pour faire ces trucs, mais ils voulaient ça a pas marché. m'embaucher. Donc, Ouais, il fallait que je puisse leur faire des factures. ok. Voilà, Et donc tu faisais quoi pour alors pouvoir faire exactement des factures. sur cette première boîte? Et en fait, cette première boîte, c'était essentiellement de la vidéo. En fait, j'avais créé un concept de vidéo livre d'or. C'est-à-dire que dans une soirée, au lieu d'écrire un mot dans un bouquin, tu laissais un message dans un livre. J'avais Ouais. fait fabriquer un magnifique livre en cuir relié par un maître artisan relieur Ah que ouais, j'avais donc, trouvé dans ok. le 15e. Un vieux papy très sympa qui m'avait fait ça pour vraiment pas cher en plus à l'époque. Et donc j'installais ça dans dans des soirées, et principalement des soirées perso, enfin tu vois, des Ouais. mariages, des anniversaires, des trucs comme ça. Et aujourd'hui ça paraît banal parce que tu as une tablette, tu automatises le truc, tout le monde connaît les photobooths dans les soirées, etc. Hmm. Mais à l'époque, il fallait une caméra grosse comme ça, il fallait essayer d'automatiser au maximum le truc et si tu sais pas le faire, prétends savoir le faire, comme on dit en bon français, et c'est exactement ce qui se passait. Je faisais Ouais. croire aux gens que c'était automatique, alors que pas du tout. Je me tapais le montage de tout le film Ok. derrière, avec plein de moments qui servaient à rien. Et puis j'ai commencé à facturer ça. On a commencé à me demander d'autres trucs un peu en com que je savais faire, un peu de print, un peu de design de site web, pour des sujets sur lesquels j'étais autodidacte. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bosser pour ProWebCE.
Tu me parlais de mon CV, tu vois, Ouais. ProWebCE, je les ai rencontrés en tant que prestataire d'abord. D'accord. J'ai réalisé des vidéos pour eux, des vidéos d'entreprise, des interviews, un peu ce qu'on fait ici aujourd'hui par OK. exemple, ou des films de soirées, de séminaires, etc. Et j'ai découvert des gens incroyables, d'abord. Avant même de m'intéresser à leur business, je comprenais pas trop. Ils travaillaient avec des comités d'entreprise, ça me paraissait très poussiéreux et un Ouais. peu chiant. Tu réexpliqueras effectivement l'activité de Voilà, donc ProWebCE au ProWebCE, c'était un passage. éditeur. À l'époque, ce n'était qu'un éditeur de logiciels pour les comités d'entreprise, OK. qui leur permettait de gérer l'intégralité de leurs activités. Donc c'était le RP, le CRM, le logiciel de compta. Et grâce à ce logiciel, ils distribuaient les avantages salariés, donc des chèques cadeaux, des Ouais. subventions, etc., etc. Et pour les OK. plus gros d'entre eux, même ils faisaient des prêts bancaires et tout ça avec ce logiciel. Ah oui, quand même, d'accord. Ouais, ouais, c'était un gros truc. Mais moi, je me suis d'abord fait très très pote avec plusieurs personnes en fait dans cette boîte, en Mmh. travaillant avec eux, en passant des soirées à les filmer finalement, et puis en les finissant tard avec eux. Ouais. Et de fil en aiguille, parce que j'étais devenu pote avec ces gens-là, et que j'ai compris le business et que je l'ai vu décoller, et ayant compris que j'avais pas cette fibre absolue entrepreneuriale en moi, et ben en fait j'ai proposé de rejoindre en fait cette Ouais. aventure, OK. et ça s'est fait en 2009. Finalement, l'intégration s'est faite de façon naturelle, sans forcément, J'ai déjeuné un peu formellement pour une fois avec 2-3 personnes en disant: «Qu'est-ce ouais. que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça serait une bonne idée?» Toutes m'ont dit: «Ouais, ça serait génial, on serait super content de bosser avec toi, Ouais. tu pourrais apporter quelque chose au projet, on sait pas trop quoi, mais voilà, apparemment il y a un ADN quand même qui Il est y a ta place qui assez t'attendait, quoi. compatible». Et j'ai rencontré Patrice, enfin je le connaissais déjà un peu parce que c'était mon client, mais voilà, je l'ai vu en entretien, et on s'est tapé dans la main pour que je vienne faire de l'innovation produit chez ProWebCE. OK. Donc Patrice Thierry, Patrice Thierry, fondateur de ProWebCE, c'est donc ça. il avait créé la boîte en 2002, D'accord. et là on était en 2009, donc voilà, donc la boîte avait déjà fait sa première IPO, commencé à faire ses premiers achats, et venait d'acquérir MeClub, une boîte qui faisait du contenu de billetterie pour les comités d'entreprise, donc un site e-commerce, mais qui n'était Ouais. pas très e-commerce, il n'y avait que 10% de business sur le site e-commerce, le reste c'était du téléphone à l'époque. D'accord. Euh, Et donc et toi, tu euh, as été embauché pour booster justement le e-commerce, cette alors au activité-là? départ non, mais en fait, De fil en comme aiguille, c'était le moment où il faisait ça et ouais. qu'il fallait quelqu'un pour un peu faire la gestion de projet, de l'intégration de cette plateforme dans la plateforme existante, et que moi j'avais quelques compétences de ça, et surtout que j'avais un peu la fibre du commerce en général, Ouais. j'ai un peu levé la main, ou on me l'a proposé, je sais même plus comment ça s'est passé exactement, OK. mais pour gérer ça, et donc j'ai piloté le projet d'intégration de cette plateforme. Enfin, piloter, c'est un grand mot, parce que je venais d'arriver dans la boîte et que la boîte apprenait à faire ça aussi, mais quand Ouais. même, tant bien que mal, on y est arrivé. Et dans la foulée, comme personne ne savait faire ce métier du e-commerce chez ProWebCE, et que c'est une boîte qui a toujours eu une culture, et qui l'a encore d'ailleurs, de faire confiance à ses équipes pour progresser avec la boîte, et Mmh. inventer finalement une manière de travailler Fallait que ça qui vienne de correspond toi, parfaitement ouais. à l'ADN de la boîte, et pas forcément faire venir des gens de l'extérieur avec de l'expertise Ouais. d'abord, même si on a su le faire après. J'ai commencé à m'occuper du e-commerce. Donc, OK. au moment où on intègre mes clubs, moi je récupère un site e-commerce qui fait que 10% de online, et qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. À ce moment-là, c'est Euh, quoi les objectifs? C'est de passer, je sais pas, de 10 à 50, de 10 à non, il y avait pas spécialement, c'était c'était de d'augmenter, quoi? devenir leader sur le marché. Ouais. Devenir leader sur le marché, et notre concurrent direct à l'époque sur ce marché-là, sur la partie e-commerce, faisait 40 millions d'euros OK. de chiffre d'affaires. Donc nous, ce qu'on a réussi à faire, et c'est vraiment pas moi tout seul, hein, c'est vraiment toute une entreprise qui s'est mis, en fait, qui s'est alignée sur cet objectif-là, c'est non seulement de rattraper ce concurrent en 3 ans, mais de le dépasser la 4e année, Ah oui. et finalement que lui stagne beaucoup, parce qu'on avait Vous avez gagné une beaucoup de force de parts de frappe marché. commerciale Ouais. en D'accord. B2B, et on reviendra au B2B après, Ouais. et une capacité à innover sur la plateforme pour le B2C, notamment en rajoutant plein de partenaires, en ouvrant plein de verticales. Donc j'ai négocié des deals avec Cdiscount, avec Amazon, on a travaillé avec Orchestra, qui est le plus gros logiciel de distribution de voyages en France, et même peut-être au-delà d'ailleurs, parce L'idée, que encore une voilà, fois, c'était de proposer un max de un services, max de services au pour niveau des créer CE pour, l'usage, voilà, d'accord. créer Ouais. l'usage sur la plateforme. Et donc c'est devenu un business B2B2C. Ouais. OK. Voilà. Ouais. Et ça a été vraiment passionnant, parce que c'est des leviers d'acquisition qui sont très spécifiques. C'est pas du pur e-commerce où tu vas chercher tes clients par des campagnes, tu vois, Bien des sûr. AdWords Ouais. ou pas d'ailleurs, mais tu dépends de ton client pour faire venir le client final. Et donc on a dû créer plein de choses, inventer plein de choses pour faire ça.
Et ça a été passionnant. Et moi, j'ai changé de métier. Enfin, en tout cas, j'ai découvert des nouveaux métiers tous les 6 mois ou un an. Tu as gravi les échelons, quoi, quelque part. Tu as évolué ouais, aussi au alors moi, je ne l'ai pas vécu comme gravir des échelons parce qu'encore une fois, on partait de rien. Ouais. Donc, en fait, on a construit. Alors, il y avait des services qui existaient déjà, de partenariat, de services clients, etc., que j'ai pu consolider ou en tout cas agréger dans mes équipes. Ouais. Mais on a aussi construit énormément de choses. Et c'est ça qui a été vraiment passionnant dans cette aventure, c'est que tous les 6 mois, 6 à 12, maximum 18 mois, on créait quelque chose de nouveau. On lançait un nouveau projet, on allait chercher, on proposait aux gens d'aller chercher un nouveau business, on a créé une régie publicitaire en partant de zéro. Dès la première année, parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. D'accord. On a plafonné pendant 1 an, 2 ans à itérer sur le truc, et puis on a fini par faire plusieurs millions d'euros avec cette histoire. On a créé une agence de com intégrée pour aider nos clients à communiquer et à promouvoir la plateforme. On a commencé avec 5 personnes, on a fini à 40 personnes au bout de 4 ans. On est devenu une énorme agence de com, en fait. Mais en tant que telle, en France, des agences de com de 40, il n'y en a pas beaucoup. Alors ça paraît un peu péremptoire et peut-être un peu prétentieux, ou je sais pas, de raconter ça comme ça, mais moi, je l'ai vécu comme un truc vraiment passionnant. Un accélérateur, c'était de l'intrapreneuriat, quoi. C'était de l'intrapreneuriat. Ouais. Et je pense que c'était exactement ce job qu'il me fallait et que j'avais trouvé le patron qu'il me fallait et la boîte qu'il me fallait pour pouvoir faire ça. Ouais. Tu avais besoin de la confiance aussi de gens autour de toi. De confiance, de moyens, d'avoir le droit de se planter autant de fois qu'il fallait se planter avant de pouvoir y arriver. Et puis de pouvoir essayer plein de choses tout le temps, en permanence, de challenger mes équipes, de choisir mes équipes, de les embarquer avec moi. Et j'ai découvert aussi ce métier de manager. Ouais. Et je soupçonnais pas que ça me plairait. A priori, mais en fait, ça a été aussi une énorme partie de l'aventure et j'ai adoré faire ça. Je suis monté à plusieurs dizaines, voire plus de 100 personnes dans mes équipes sur plein de métiers différents. Et ça a été une aventure humaine extraordinaire. Au final, chez ProFCE, tu occupé quel rôle? Un rôle de responsable e-commerce, responsable produit? J'avais double casquette. C'était directeur e-commerce d'un côté. Donc de ce côté-là, j'avais ce qu'on appelait le service partenariat, donc le sourcing des offres, négocier les achats, les stocks, tout ce que tu veux. L'animation des ventes, donc du marketing B2C, l'animation de plateforme e-commerce, en mettant en place tous les outils qui vont bien et les compétences du UX, du UI, du design, pour que ça marche. La partie service client aussi, parce que tes clients ils t'achètent des trucs ou ils veulent t'acheter des trucs, il faut qu'ils puissent te joindre. Donc on avait un centre d'appel, des gens qui répondaient aux mails, aux chats, à tout ce que tu veux. Donc ça c'était pour la partie e-commerce. Une agence de voyage intégrée, parce qu'on vendait des voyages, donc c'était aussi une équipe qui faisait partie des équipes. Et après, j'étais aussi ce qu'on appelle CPO maintenant aujourd'hui, Chief Product Officer. Et là, en fait, petit à petit, je me suis occupé de toutes les roadmaps, des différentes solutions qu'on éditait soit pour nous-mêmes en interne, parce qu'on avait besoin d'outils internes pour gérer nos clients et les opérations, soit qu'on revendait à nos clients, parce qu'on était éditeur de logiciels. Et donc, j'ai découvert ce métier du product management. Qui t'a aussi et toutes les histoires de méthodologie qu'on connaît très bien aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient quand même peu connues. On voyait arriver petit à petit. Donc le Scrum, l'agilité, etc. Et qui étaient pour nous en fait vraiment ancrés dans l'ADN de la boîte. Donc on a fait que finalement mettre des mots sur une façon de travailler qui nous était, on pensait propre, mais finalement pas tant que ça, et on a fait venir des gens vachement bien pour ça. Ça a duré combien de temps du coup cette aventure? ProFCE c'est 2009, dans sa phase pure ProFCE c'est 2009-2018. Ok, donc quasi une dizaine d'années. Voilà, une petite dizaine d'années. Incroyable, ok. Voilà, donc, et après, alors il y a le rachat par Edenred. Ouais, alors il y a l'intégration dans le groupe Edenred qui a été progressive à partir de 2015, mais qui s'est vraiment matérialisée fin 2018 par le départ de Patrice en fait, qui même s'il est resté pas très loin, continue de nous accompagner, a quitté son rôle de CEO de la boîte. Et donc à ce moment-là, on intègre le groupe Edenred, et moi, le groupe Edenred me demande de globaliser en fait la plateforme ProFCE, de la rendre utilisable dans d'autres géographies, comme on dit, dans des groupes comme ça, donc dans d'autres pays en fait, tout simplement, permettre à d'autres BU, business unit du groupe Edenred, de proposer une solution équivalente à ses clients, puisque partout dans le monde, Edenred, c'est 40 pays dans le monde. Parce que là, ProFCE, c'était franco-français, pour resituer un petit peu le contexte à l'époque. ProFCE, c'est franco-français, le comité entreprise, c'est quasiment unique dans le monde, dans sa forme française, mais en fait, dans
plein d'autres pays, c'est les départements RH qui jouent le rôle un peu D'accord, ok. d'animer. Donc, tu avais quand même des adaptations possibles Voilà, au pays, donc quoi. il y avait Ouais. des choses comme ça. Et donc pour ça, moi j'ai rejoint les équipes marketing et stratégie du groupe, Ouais. qui étaient pilotées à l'époque par Élie Dupré de Saint-Maur, qui était VP marketing stratégie au niveau du groupe. Donc la chance que j'ai eue, c'est d'arriver tout de suite très haut dans le groupe Edenred et donc de Ouais. découvrir le fonctionnement d'un groupe français, Ouais, de cette taille-là, certes, ouais. mais très international, de Ouais. 10 000 personnes. Donc voilà, ça a été vraiment très intéressant aussi en tant que tel. Mais j'ai quand même continué à m'occuper de ProFCE pour la partie développement du produit. Par contre, j'ai lâché toutes les opérations e-commerce qui sont restées chez ProFCE, qui a été repris dans sa direction générale par Jérémy Pouillet, avec qui j'avais déjà beaucoup bossé Est-ce que la précédemment. marque ProWebCE existe toujours Ouais. aujourd'hui, ouais, ou c'est Ouais, sous tout la à fait. bannière Alors, c'est Edenred? Non, ProFCE c'est Edenred, ouais, Ouais, ça d'accord, existe, ok, ça existe toujours. encore. C'est une très belle marque dans le monde des comités d'entreprise. Ok. Elle a beaucoup de valeur, beaucoup de force et je pense qu'elle porte quand même une certaine façon de bosser et de s'occuper de ses clients qui est hyper intéressante pour Edenred. C'est pour ça qu'il continue à la faire vivre. Enfin, Très j'espère que c'est bien, pour ça. très bien, très bien. Et alors, justement, on va en venir un petit peu à ton actualité. Parce Ouais. que comment tu es passé maintenant CEO de Tomcat Factory, qui est un incubateur? Comment s'est passée la transition? Pourquoi un incubateur? Alors, un accélérateur, on va Un dire. accélérateur, Si ça te alors on va va. utiliser le bon terme, pardon. Ouais, Ouais, non, mais c'est pas grave, mais accélérateur. tu verras, c'est important Ouais. pour bien définir le truc. Comment ça s'est passé? Bah écoute, ça s'est passé de façon, comme d'habitude avec mes camarades, de façon très simple, très rapide et très efficace. En fait, moi, malgré vraiment l'intérêt que j'ai eu à commencer à bosser avec Edenred et la chance que j'avais d'avoir un boss comme Elie, je savais quand même que, comme je l'ai dit au tout début, moi je suis pas fait pour être salarié Ouais. parmi Surtout avec d'autres. la dizaine d'années que tu venais Voilà, de vivre, là, justement, qui était hyper. j'étais rentré dans une structure d'une petite centaine de personnes qu'on avait amené à 450, mais en construisant tout. Et là, il fallait que je m'insère dans quelque chose qui existe De depuis beaucoup très plus longtemps, gros, quoi. qui est très Ouais. performant, qui est une super boîte avec des gens géniaux et je suis devenu pote avec pas mal d'entre eux. Hein. Donc c'était pas la question, mais voilà, il me manquait ce côté entrepreneurial ou intrapreneurial à minima. Ouais. Et qui est pas complètement possible aujourd'hui, je pense, chez un corporate. C'est pas Edenred en particulier, je pense que c'est assez mécanique lié à la taille des organisations et Ok. surtout peut-être aussi avec celles qui ont un peu d'historique. Donc j'ai pris la décision fin 2019 de partir bientôt, mais sans savoir exactement ce que tu voulais faire ce que je derrière. voulais faire, Ok. ni quoi ni comment. Et en fait, mon intuition, et c'était grâce à la revente qu'on avait fait à Edenred, c'est que j'avais potentiellement un petit peu de temps devant moi pour choisir et pour prendre la bonne décision. Donc je m'étais dit, je vais passer du temps avec plein de startups, jusqu'au moment où je vais tomber sur l'équipe et sur le projet, et sur l'idée et sur le produit, qui va me donner envie de me réinvestir à fond et Ouais. potentiellement même d'investir un peu d'argent pour rentrer comme late founder, comme on dit, Ok. comme fondateur sur le tard, en amenant mon expertise produit, management, Quand tu dis recrutement. passer du temps, c'est proposer ton expertise. Ouais, voilà, passer une semaine par-ci, 3 jours par-là, Ouais, d'accord. 2 mois s'il faut, Ok. compte de l'argent ou pas. Enfin voilà, Prendre un peu la température. j'étais quoi. prêt à mettre les mains dedans, à partager, etc. Et puis voir ma capacité à m'intégrer dans d'autres projets, parce que j'en savais rien en fait. Ouais, Moi bien j'étais rentré sûr. dans une boîte dans ma vie, c'était ProFCE, j'étais resté 10 ans, 12 même, tu vois, donc je savais pas en fait T'as si besoin de j'allais te pouvoir le remettre un refaire, peu à quoi. jour. Ouais, Exactement. clairement. Donc à ce moment-là, je veux faire ça. J'en parle beaucoup avec Patrice, dont j'étais déjà, dont j'étais très proche, quoi. Et lui, au même moment, il venait de passer 2 ans suite à l'exit à investir de façon assez soutenue dans pas mal de startups. Mhm. Il avait pris une trentaine de participations dans des startups en 2 ans et il en avait déjà une petite dizaine avant. Donc il arrivait à un portfolio perso Ouais. via ces trucs d'investissement assez importants. Et lui, il avait d'un côté une ambition et de l'autre côté une frustration. Son ambition, c'était de continuer à investir et de pouvoir le faire de façon un peu plus importante en fédérant d'autres investisseurs autour de lui. Ouais. Et sa frustration, par contre, c'était qu'il avait la sensation d'investir trop vite dans les boîtes dans lesquelles il avait pu prendre des participations. D'accord. Et que trop souvent, à son goût, mais parce que c'est un investisseur très impliqué et qui participe beaucoup Les boîtes se plantaient, non Non, ils ne se plantaient pas forcément, mais c'est juste que ça collait pas aussi bien que ça entre eux, ou que les fondateurs ou la fondatrice n'étaient pas aussi, pas exactement comme ils l'avaient imaginé, etc. Qu'il s'était fait son idée trop vite finalement. Et donc il avait envie de pouvoir se donner le temps de passer, du temps à passer avec eux avant de prendre la décision d'investissement. Je comprends, ouais. Et en fait, c'est moi mon envie, ma frustration, lui son envie, sa frustration. Finalement, c'est la genèse de Tomcat Factory.
qu'on a créé ensemble et on s'est tapé dans la main, en à peu près 14 secondes de discussion sur qu'est-ce que ça va être, comment on va le faire, à peu près avec qui on va le faire, dans quelle temporalité on va le faire, etc. Ok. Le Covid est arrivé là-dessus et a encore accéléré les choses. Contrairement à ce qu'on pourrait penser et se dire non, ça a mis un coup de frein. Non, vous, ça a accéléré le. Ouais, moi je pense que, alors, pour donner mon humble avis sur le sujet, je pense que ça a accéléré énormément, beaucoup plus de choses que ça en a freiné d'autres. Ça a stoppé certains business. Bien sûr. Même ceux-là, en fait, ça leur a mis une épreuve un stress test absolu. Et en fait, les boîtes résilientes, même dans des business qui ont été vraiment très très touchés, le tourisme, la restauration, ils ont en dû fait, se réinventer, quoi, en fait. encore plus fortes que avant. Justement parce qu'ils ont accéléré leur processus de digitalisation notamment, et c'est pour ça que c'est un sujet que je trouve passionnant. Et donc voilà, donc on s'est tapé dans la main super vite et on a décidé de créer ça. Et le principe de ce projet, en tout cas moi mon rôle dans ce projet, c'est de le développer. Donc pour finir mon CV, et après on partira sur le projet en tant que tel si tu veux. C'est de le développer en tant que tel, enfin voilà, de faire connaître la boîte, de recruter les bonnes personnes, de l'animer au quotidien, etc. De m'occuper aussi de la maintenance de l'ascenseur, parce qu'en fait, quand tu es CEO dans une petite boîte, tu t'occupes de tout. Ouais, c'est clair. Donc j'aime bien dire ça, mais parce que ça montre bien que c'est une bonne partie de. C'est ce que tu aimes faire aussi quelque part. Non, ça non. Non. Ça, je vais pas te dire que j'aime bien m'occuper de la maintenance non. de l'ascenseur. Non, ça, je te jure, ça me passionne pas du tout. Ok. Le Wi-Fi non plus. Non, on coupera c'est vraiment pas des grave, trucs. Si, tu peux le laisser parce qu'il faut savoir faire des trucs que t'aimes pas en fait. Ouais, c'est clair. Enfin, voilà, quand t'es responsable de quoi que ce soit, il y a des trucs que tu dois faire et que t'aimes pas forcément. Mais ça, c'est 20% de mon temps. 30% de mon temps, c'est trouver les pépites qui vont rejoindre la Tomcat Factory, mais j'ai une équipe pour m'aider, j'en parlerai aussi après. Et 50% de mon temps, et c'est hyper important en fait pour moi, c'est passer du temps avec les startups qu'on accompagne et pouvoir partager avec elles. D'accord. Et en fait, de leur point de vue, je partage une expertise sur certains sujets, mais moi, de mon point de vue, ils me donnent énormément de choses. J'apprends énormément de choses à leur contact et je me couche 2 fois. Enfin, j'ai l'impression de me coucher toujours 2 fois plus intelligent que je me suis levé le matin. C'est pas totalement vrai parce que sinon je serais vraiment très très intelligent au bout d'un an et demi. Et je pense que non, mais t'apprends peut-être qu'on plafonne au bout d'un moment, mais voilà. Non, mais il y a un truc où tu es en permanence en train de te challenger, tu es en permanence en train d'apprendre. Tu rencontres des gens qui sont par définition ultra motivés, entrepreneurs, qui ont peur de rien, qui sont résilients. Qui ont envie de trouver des solutions. Toi, tu te sens stimulé aussi à travers effectivement ces gens que tu accompagnes. Exactement. Comment tu sources les projets justement ? Parce qu'on a compris effectivement que tu intervenais plutôt sur une phase d'accélération, comme tu disais, de late founder. Donc, c'est-à-dire que le business a déjà démarré, peut-être qu'ils ont déjà leur business model. Sur quoi tu interviens justement ? Alors, comme toute règle, elle a ses exceptions, mais nous, là où on se sent vraiment utile, et où on pense qu'on peut vraiment apporter des choses aux boîtes qu'on accompagne, c'est quand effectivement il y a quand même un début de traction, c'est-à-dire que la boîte elle a un produit qui est live, quelques clients, alors c'est peut-être pas le produit final, c'est peut-être pas le modèle économique qu'on va retenir à la fin, c'est peut-être même pas les clients qu'on aura finalement plus tard, mais il y a une preuve qu'on est allé au bout d'un process de idée, conception, production, déploiement, et on facture. Et ça, déjà, arrivé jusqu'à cette étape-là, il y a plein de boîtes qui s'arrêtent, et la majorité des projets, en fait, s'arrêtent dès la conception, même avant la conception, parce que nous, on le dit souvent aux entrepreneurs qu'on rencontre, des gens dans un monde aussi global qu'aujourd'hui, des gens qui ont une bonne idée, au même moment, il y en a des centaines de milliers sur Terre. Des gens qui essayent de la mettre en œuvre, il y en a 2 fois moins, des gens qui conçoivent quelque chose, il y en a encore 2 fois moins, etc. Et à la fin, tu en as peut-être 4 qui lancent le même truc. Tu en as quand même 4, ou peut-être 10, ou peut-être 40 qui lancent la même chose au même moment. Pour être celui qui va réussir à le déployer chez un client, ça demande encore des compétences. Pour être celui qui va réussir à facturer son client pour ça, ça demande encore d'autres compétences, etc., etc., etc. Donc nous, on préfère les projets comme ça. Et comment on les source ? On a une équipe pour ça. On a embauché une analyste. Dont le boulot, c'est de recevoir les dossiers qu'on reçoit de façon spontanée, et on en reçoit de plus en plus parce qu'on a une notoriété qui augmente, et ça c'est chouette, mais on va en chercher aussi beaucoup, parce qu'il y a une phase de conviction aussi qui est hyper importante pour que l'entrepreneur ou l'équipe d'entrepreneurs qui anime le projet nous fasse confiance pour être prêt à jouer le jeu,
qui consiste quand même à donner des participations de ta boîte contre une promesse d'accompagnement bien sûr, ouais. et d'apport d'expertise. C'est là que nous, Qu'est-ce qui vous séduit, j'ai envie de te dire, justement, une boîte qui a envie, par exemple, de participer à l'accélérateur, sur quoi toi tu es sensible? Est-ce que tu es sensible justement à l'équipe? Est-ce que tu es sensible au mindset de ces personnes? Je sais pas, à la rentabilité potentielle de leur projet? Qu'est-ce qui fait écho chez toi pour en fait, valider un projet? dans la phase de sélection, on Ouais. a 3 grandes phases de sélection. La première phase de sélection, elle nous permet de nous faire une conviction sur est-ce qu'il y a un marché, est-ce qu'il y a une attente d'un marché potentiel, est-ce qu'a priori la réponse qui est apportée est bonne, et est-ce que l'équipe, de ce qu'on envoie sur le papier à ce stade, nous semble cohérente pour travailler sur le sujet. D'accord. Donc ça, c'est une phase qui est hyper importante, mais qui n'est pas du tout décisive. C'est-à-dire qu'on va avoir, parce qu'à la fin on n'aura que 5% en fait de boîtes qu'on va sélectionner en fait sur tout le processus. Donc là il y en a peut-être, je sais pas, 40% qui passent cette étape-là, et puis peut-être de plus en plus parce qu'on les choisit de mieux en mieux au début. Okay. Par contre après, plus on va avancer dans le process et plus on va aller sur le profil et sur la capacité de l'équipe de fondateurs, fondatrices à porter ce projet très très haut. Et au final, c'est ça qui emporte la décision à 90%. C'est-à-dire que dans la discussion finale, parce qu'on a aussi passé les étapes d'avant, mais est-ce qu'on a envie d'y aller ou pas, c'est le CEO factor en fait qui va jouer. Et même plus que le CEO, c'est le team factor. C'est est-ce que l'équipe en place qui existe aujourd'hui... Je pense que tu dois plus voir des cofondateurs et cofondatrices que des employés, que des fondateurs uniques, non? Il y a des fondateurs uniques. C'est quoi la tendance là-dessus? Beaucoup plus effectivement d'équipes de minimum 2 personnes. Même en moyenne plutôt 3, et on voit même des équipes parfois de 4, de 5 personnes. Un tech, un produit. Un tech, un produit, un sales. Après, parfois, il y a des équipes pure tech, parfois, il y a des équipes pure sales, avec un peu de produit quand même, etc. En fait, ce qu'ils viennent chercher, chez Tomcat, je pense que justement, c'est ce côté un peu late founder, avec une expertise, sauf que nous, on a plusieurs expertises à mettre à disposition. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qui te différencie peut-être d'autres accélérateurs, par exemple? Alors, ce qui va nous différencier, je pense, c'est surtout la façon dont on mène le programme d'accélération. En fait, il y a plein de structures qui s'appellent incubateurs ou accélérateurs. L'immense majorité d'entre elles, c'est financé soit c'est par des institutions plus ou moins publiques ou des corporates. Et en général, ils se focalisent sur des verticales très précises parce qu'ils ont des financeurs qui cherchent à innover via ces structures-là, soit en développant une relation commerciale ou partenariale, soit en investissant dans ces entreprises. Soit, je ne sais plus où je voulais en venir là, sur la deuxième. Donc en général, en général, ils ont... Et donc la conséquence de ça, c'est qu'ils ont des programmes qui sont très structurés, et dupliqués sur l'intégralité des boîtes qu'ils accompagnent. D'accord, ok. Et donc, quoi qu'il arrive... Tu fais plutôt du sur-mesure, quoi, on va dire. Quoi qu'il arrive, tu vas te faire l'atelier BP, tu vas te faire l'atelier sales, tu vas te faire l'atelier financement, l'atelier dilutif, non dilutif, etc., etc. Et c'est très bien parce que les contenus, moi j'en ai vu pas mal, j'ai regardé plein de trucs, et c'est souvent très qualitatif, et les gens qui interviennent dans ces programmes sont souvent des gens qui sont bons, et il n'y a pas de souci. Nous, on essaye de se différencier par justement, effectivement, le fait qu'on va faire vraiment du sur-mesure et qu'on va coller aux enjeux actuels et à court terme de la boîte pour vraiment faire en sorte que ça décolle, créer une inflexion en fait dans la courbe de progression de la boîte. Et souvent, la courbe de progression, elle est indexée sur le chiffre d'affaires de la boîte ou sur sa capacité à faire de la prise de commande. Et c'est pour ça qu'un des sujets de prédilection qu'on adresse avec eux, c'est les sales. Et ça vient de notre culture à nous. C'est que, je ne l'ai pas dit, mais Tomcat Factory, on l'a créé avec donc, Patrice Thierry, mais aussi avec Jérémy Pouillet, qui était directeur commercial de ProFCE à l'époque. Et en fait, cette boîte-là, ProFCE, avait un ADN commercial hyper fort. Et elle a réussi d'abord parce qu'elle avait des super vendeurs qui étaient hyper motivés, hyper bienveillants, hyper proches de leurs clients, etc. C'est marrant, on parle de plus en plus de cette fonction sales qui est hyper importante, malgré des produits qui sont hyper innovants. Tu peux avoir le meilleur produit, la meilleure culture produit et la plus belle techno derrière. Quoi qu'il arrive, si tu n'as pas cette fibre commerciale, toi tu dis qu'effectivement... C'est voie à l'échec ou c'est... Non, mais en fait, c'est lié au fait que les barrières technologiques, elles sont de plus en plus ténues. Elles sont de plus en plus fines. Pourquoi ? Parce que les technos, elles sont disponibles sur étagère partout.
C'est-à-dire que Donc, c'est plus spécialement tu un veux problème faire du aujourd'hui, la machine tech. learning, aujourd'hui, tu connais rien. Tu peux t'en sortir, quoi. Tu peux t'en sortir. Ouais. Pourquoi? Parce que tu vas prendre un Bubble ou un autre truc Ouais, t'as le no-code, no-code, etc. Bah ouais. tu vas prendre un connecteur et tu vas faire tourner du machine learning chez AWS ou chez Google ou chez Microsoft ou chez un autre ou chez des Français. Et donc, tu vas commencer à en sortir un peu de matière. Ouais, la vente, c'est différent. Alors, et donc, voilà, donc il y a plein de boîtes qui proposent la même chose au même moment avec très peu de barrières technologiques à l'entrée. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? C'est la capacité à vendre et à être bon commercialement, à aller voir les bons clients au bon moment avec le bon prix. Et le bon prix, c'est un prix potentiellement plus élevé aussi, Ouais. hein, parce que c'est ça qui fait la réussite de la boîte. C'est-à-dire que tu as un truc génial que tu brades, voire que tu donnes à tout le monde. Ouais. Bon, bah, tu vas faire plaisir à plein de monde, mais tu vas pas faire une belle Même boîte. qui serait peut-être trop cher, quoi. L'idée, c'est de trouver son market fit, Et puis, il faut pas être trop cher non plus. Enfin, voilà, il faut trouver l'équilibre. Mais et donc, la partie sales, chez nous, elle est hyper importante. Et on passe beaucoup de temps là-dessus. Mais en amont de ça, il faut aussi avoir posé une proposition de valeur qui est claire, qui est partagée avec tout le monde, avec ses clients, avec ses équipes, etc. Ok. Il faut aussi avoir posé les valeurs de ta boîte et les partager avec tes équipes et avec tes clients. Et il faut aussi développer une culture produit qui va permettre d'aller proposer ce que tes clients sont prêts à acheter et pas ce que tu as envie de leur vendre. Et ça, c'est aussi un enjeu assez important avec les startups. T'accompagnes combien de boîtes en parallèle, là, du coup? Alors, en ce moment, une bonne dizaine en même temps. Ouais. Depuis le début du projet, il y a 20 boîtes qui sont soit passées, soit qui sont en cours, soit qui rentrent en ce moment dans le programme. Ouais. Donc nous, on a une capacité d'accompagnement de 10 à 13 boîtes, on va dire, à un Comment moment ça se donné. passe? Les boîtes viennent dans vos bureaux ou alors ça se Pas fait, forcément. ça se fait par atelier? Vous Ouais. voyez? Ça se fait Alors, tout à distance? Comment? Ouais, alors nous, on avait déjà une bonne culture remote parce que dans l'ancienne boîte chez ProWeb, on avait des équipes. Moi, j'avais par exemple une partie de mes équipes à Paris, une autre à Nantes, une autre à Grenoble. Ah ouais, ok. Et même si on essayait de se voir souvent, et c'est très important de se voir souvent, on travaillait beaucoup à l'habitude, quoi, distance. déjà. Voilà, Ouais. donc nous, on avait déjà bien cette culture, et puis le Covid a complètement fait exploser les barrières de ça. Donc on fait beaucoup à distance, y compris avec des gens qui sont parfois à Paris, parce que ça arrange tout le monde, mais on peut héberger les boîtes, on le fait quand c'est nécessaire Ouais. et qu'elles en ont besoin, qu'elles en ont envie. Après, on accompagne des projets à Lyon, à Bordeaux, Ouais, vous en limitez pas Belgique, à Bruxelles. ouais. Voilà, on commence à discuter avec des boîtes à Londres. Enfin Ok. voilà, il n'y a pas de limite. Et ça, c'est un des gros avantages, bénéfices, on va dire, de cette crise sanitaire. C'est qu'aujourd'hui, tu ne te poses plus la Tout est question. décentralisé, quoi, pour le Même coup. si nous, on a une conviction, c'est qu'à un moment donné, pour bien bosser ensemble, c'est important de se voir et que les discussions que tu as à la machine à café, comme on dit, Elles sont ou en importantes. se croisant dans les couloirs, elles peuvent être importantes. De croiser tes collaborateurs ou tes équipes ou tes associés ou qui tu veux, de voir physiquement Ouais. à quoi ils ressemblent aujourd'hui, ça te donne des informations sur est-ce qu'ils se sentent bien, est-ce qu'ils sont engagés, est-ce qu'ils sont motivés. Tu sens le mood plus facilement que derrière un écran, quoi, pour le coup. Bah, c'est pas ici qu'on va dire le contraire. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Je vois que le temps passe. On va essayer de brosser les sujets quand même assez rapidement. Tu voulais vraiment parler de digitalisation des processus métiers, B2B. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Non, ouais. Tu me parlais du fax. Ouais, T'as une petite anecdote là-dessus qui est marrante. Le fax. Non, nous, on aime bien dire que quand il reste un fax dans un business, alors c'est un truc qui peut nous intéresser. En fait, on a Est-ce que tendance... ça existe encore, les fax? Bah écoute, j'en ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça dans le monde du syndic, tu vois. Ah, ouais, d'accord, ok, ouais, ok. Il reste des secteurs un peu... J'ai un autre exemple, je sais plus si un truc dans les mutuelles, je crois, où il en reste un peu à un endroit, je crois, du truc. Ou en tout cas, c'est un des moyens de communication encore utilisés. Ce que je veux dire par là, c'est que on a tendance à penser, surtout quand on est dans notre microcosme digital natif parfois, ou pas natif comme moi, mais quand même très impliqué, que tout est digitalité, que tout le monde est sur Slack, que c'est normal d'envoyer la facture de ton médecin et d'être remboursé dans les 14 secondes qui suivent derrière, comme savent le faire certaines belles mutuelles. Bah en fait non, pas du tout. Il y a plein de business qui restent aujourd'hui visible de l'iceberg. Ouais, tout y a le plein reste, de business où le back office en fait reste hyper manuel, hyper humain, pour des raisons pas forcément de réticence au changement, mais parce que ces secteurs-là n'ont pas perçu le puits de productivité
de rentabilité qu'ils pouvaient avoir en allant digitaliser des processus. Et en tant que tel, j'ai découvert que c'est un truc qui me passionnait, effectivement, d'optimiser ça. Et moi, la conviction que j'ai, c'est en plus, c'est pas du tout au détriment de l'humain, c'est que ça détruit pas de l'emploi, ça en crée en fait, au final. C'est que pour un emploi détruit dans une boîte qui a du legacy en back-office avec du papier, en fait, il y en a 5 qui sont créés dans une start-up ou une scale-up qui est en train de disrupter un truc. Et que les gens qui bossent dans cette boîte-là, ils sont plus heureux, pas parce qu'ils bossent dans une scale-up ou une start-up, mais parce que le métier qu'ils font, il est plus intéressant. Clairement, oui. Ils se concentrent là où ils ont de la valeur aussi. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, donc c'est pour ça que c'est un truc qui me plaît bien, et c'est ce que nous, on regroupe sous le chapeau du Future of Work. Et qui passe beaucoup par des outils collaboratifs aussi. Et de plus en plus, tu vois des gens qui agrègent en fait, et c'est ce qu'on avait fait avec ProFCE à l'époque, avec un logiciel vraiment clé en main, tout en un pour les comités d'entreprise, où en fait, un collaborateur et tous les collaborateurs d'une boîte vont travailler toute la journée, quasiment tous sur le même logiciel. Sur le même outil, pour gérer l'intégralité des opérations de la boîte. On peut parler d'un HubSpot, par exemple, pour donner l'exemple. HubSpot qui va bien au-delà de la partie commerciale aujourd'hui. Clairement. Alors après, est-ce que HubSpot ira un jour jusqu'à faire la compta de la boîte? Je suis pas sûr. Il y a quand même les spectres s'élargissent au fur et à mesure. Mais quand même, il y a une espèce de concentration comme ça. Et c'est un peu ce qu'on avait vécu avec les devices à l'époque. Tu vois, la convergence numérique qui a donné l'iPhone au bout d'un moment. Mais moi, c'est un truc dont j'en parlais en 1999 déjà, tu vois. Parce qu'il y a les premiers Palm Pilot, les premiers BlackBerry, ensuite qui sont arrivés, etc. Finalement, l'iPhone a réussi à le faire. Et tout le monde l'a copié derrière. Moi, je pense qu'il y a un phénomène un peu comme ça et qui est lié au fait que les technologies sont de plus en plus accessibles et sont sur étagère. Donc, tu peux construire un outil très facilement sans être une star de la tech. Après, si tu es une star de la tech, tu peux quand même créer des choses incroyables. Bien sûr. Parce que, en fait, tu vas tout d'un coup rendre possible des choses qui étaient totalement impossibles aujourd'hui. Très bien, très bien, très bien. Et alors, il y avait le dernier point que tu voulais aborder, c'était la diversité, l'importance d'avoir une diversité dans ses équipes. Pour quelles raisons? Est-ce que tu as des exemples? C'est quoi aujourd'hui, peut-être concrètement chez Tomcat Factory, justement, peut-être que tu vois passer de plus en plus de cofondatrices. On sait que dans la tech, il y a une pénurie de profils féminins. Est-ce que tu peux en parler, justement? Alors, il n'y a pas que le sexe aussi, il y a l'âge. Alors ça vient d'assez loin, je pense. C'est une conviction qui est très, très intime. C'est peut-être lié à mon parcours et à mon histoire perso au départ. Mais j'ai fait pas mal de sport, notamment quand j'étais plus jeune. Je faisais du handball. Je m'y suis fait des amis pour la vie déjà. On peut le dire maintenant parce que ça fait 30 ans qu'on est potes, donc normalement ça devrait continuer. Mais surtout, j'ai découvert à quel point c'était fondamental d'avoir des compétences différentes au sein d'un groupe pour pouvoir réussir à gagner un match ou un championnat ou des choses comme ça. Et donc je pense que ça vient, je pense que ça vient de là au départ. Et après, comment ça se traduit dans le boulot? En fait, c'est effectivement aujourd'hui très axé sur l'entrepreneuriat au féminin. C'est-à-dire d'essayer de pousser les femmes de plus en plus à entreprendre et à sauter le pas d'entrepreneuriat. Mais pour moi, ça va bien au-delà en fait, d'entreprendre tout court. C'est que ça se passe aussi au sein des équipes. Et c'est fondamental. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire au sein de l'équipe de Tomcat Factory. Au départ, on n'est que des mecs. Et puis, on a Elie qui nous rejoint et c'est encore un mec. Et c'est encore un mec de 40 ans. Donc et là, tu as le dilemme, tu te dis, OK, mais je veux absolument bosser avec cette personne, mais c'est un mec. Donc mais bon, là on ne s'est pas posé la question très longtemps pour Elie, je te rassure. Par contre, on s'est dit, voilà, il nous faut un analyste. Mais voilà, on est 4 mecs de 40 ans, on va dire. On va pas encore reprendre un mec et encore moins un mec de 40 ans. Il faut absolument qu'on aille chercher quelqu'un de plus jeune et si possible une femme parce qu'on a besoin de commencer à créer cette diversité. Et ça a été très facile en fait de cette discussion entre nous parce que ça fait partie des valeurs qu'on porte pour notre boîte. Dans les valeurs de la boîte, il y a la diversité dans les équipes. Et moi, c'est le message que je fais passer en fait souvent aux fondateurs, fondatrices de startups qui me disent mais comment je fais moi pour parler de ce sujet avec mes équipes parce que surtout en France, c'est un peu touchy. Alors homme-femme, maintenant, ça y est, le truc s'est libéré. Mais tu as aussi le sujet des origines sociales, du parcours académique, parfois même de la couleur de peau ou de l'orientation sexuelle. Enfin, voilà, comment tu fais en France particulièrement pour parler de ce sujet-là? C'est compliqué parce que tu as même des enjeux légaux, etc., etc. Mais en fait, pour moi, c'est très simple. C'est que si, dès le départ, tu expliques à tous tes collaborateurs qui rentrent dans une boîte, qui promeut ça,
et qui va toujours chercher à créer un équilibre via l'hétérogénéité des profils qu'elle a dans l'entreprise, en fait, ça devient très naturel. Et quand tu es dans une équipe où il y a déjà 4 mecs qui sont sortis de la même école d'ingé, bon, peut-être que tu vas aller chercher à minima une autre école d'ingé, mais peut-être surtout une fille, même s'il y en a moins. Parce que ça te fera du bien aussi d'aller chercher autre chose. Et c'est valable et ça s'applique partout. Ça s'applique dans l'autre sens. On a des boîtes, nous, dans lesquelles, et moi j'avais eu ça parfois dans mes équipes, j'avais des équipes, il n'y avait que des filles. Et pourquoi? Mais ce que je recevais, ça s'applique dans les deux sens. Je recevais 200 CV, sur 200 CV, il y avait 190 CV de filles. Donc forcément, il y avait plus de chances que ce soit une fille qui soit sélectionnée plutôt qu'un garçon à la fin. Bien sûr. Mais on essayait quand même, coûte que coûte, d'essayer d'amener de la diversité dans cette équipe-là. Alors, on n'atteignait pas l'équilibre, mais on y arrivait quand même. En tout cas, ça, c'est un facteur de réussite pour toi. Et aujourd'hui, je suis très fier parce que dans les startups qu'on accompagne chez Top 4 Factory, il y a déjà quasiment 50% des startups qui comptent parmi les cofondateurs, mais des vrais cofondateurs, hein, pas des gens qu'on met comme cofondateurs juste pour justement le diversity, le diversity ratio. C'est des vraies personnes qui ont des parts dans l'entreprise, etc. Et qui sont donc soit des femmes cofondatrices, soit des femmes CEO, fondatrices, présidentes ou CEO de la boîte. Ok. Et ça, c'est hyper important pour nous et on essaie d'appliquer ça à tous les critères de diversité possibles et inimaginables au quotidien, quoi. C'est quoi les projets que tu vois arriver, qui peuvent réussir? Est-ce que tu vois, il y a une industrie en particulier? Je ne sais pas, des super projets là, tu vois, qui sont un peu dans les tiroirs, peut-être que tu accompagnes, qui peuvent cartonner. C'est quoi les nouveaux projets de demain qui ont vraiment de l'avenir pour toi? Est-ce que tu vois des tendances se dégager, des trucs qui vont accélérer très fortement? Comme je disais tout à l'heure, les outils collaboratifs qui permettent d'adresser toute la chaîne de production, voilà, dans un métier, quel qu'il soit, c'est des choses qui peuvent vraiment transformer une industrie. Le premier exemple qui me vient, c'est sur des sujets de marketing dans le retail, où tu as des catégories managers, tu as des gens qui font le pricing, tu as des gens qui font le sourcing, tu as des gens qui font les tendances, tu as des gens qui aujourd'hui travaillent souvent beaucoup avec des agences externalisées, avec des choses qui passent beaucoup par des fichiers Excel, des matrices, des trucs, donc il faut faire 40 000 comités de pilotage pour savoir si un tel il va bien dans la bonne direction, si machin, si truc. Et là, il y a des choses à faire. Il y a un puits de productivité et d'efficacité à aller chercher via la digitalisation. Et c'est valable dans plein d'industries, en fait. C'est valable dans plein d'industries qui sont parfois pas si vieilles que ça. Voilà, celle que je vion de citer n'est pas si ancienne, mais c'est valable aussi, même dans l'industrie tout court. Via la réalité augmentée et l'intelligence artificielle, tu peux faire de la formation, de la prévention des accidents, tu vois, de façon beaucoup plus fluide que ce qui se faisait avant, où il fallait arrêter la chaîne de production pendant une journée pour former 15 mecs aux nouvelles bonnes pratiques, etc. Enfin, tu vois, et je fais exprès de prendre des exemples qui ne sont pas forcément liés directement à des startups de la Tomcat Factory, parce que sinon, à chaque fois, il y en a une que je ne cite pas. T'as pas parlé de nous et tout. On va éviter les conflits internes. On va passer très vite aux questions, parce que je vois qu'on explose le timing, mais en même temps, je ne te stoppe pas, c'est super intéressant. La personne qui t'inspire le plus? Personne qui m'inspire le plus, à part Patrice Thierry, évidemment. Si je te le dis pas, il va pas être content. Non, moi, le mec vraiment que je trouve incroyable, c'est Elon Musk. Il est fou. D'accord. C'est incroyable, ce mec. D'accord. Parce qu'il fait ce qu'il dit et il se donne les moyens d'y arriver et parfois il le raconte en buvant du whisky, en fumant un pétard à la radio. Le mec est décomplexé, quoi, complètement, quoi. Il a une forme d'intelligence, je pense, qui est peu commune. Ça va. Ton plat préféré? Ah, ça c'est une bonne question. C'est très dur, je mange tout, moi. Tu manges tout? Il y a forcément... J'ai mangé beaucoup d'huîtres cet été. Beaucoup d'huîtres, ok, donc fruits de mer. C'était un été huîtres. Ok, ça marche, voilà, on restera là-dessus. J'avais d'autres questions, mais là, c'est pas possible niveau timing, en tout cas. En tout cas, Pierre, c'était vraiment passionnant. On a beaucoup parlé de ton parcours, voilà, de ta nouvelle aventure au sein de Top 4 Factory. Plein de bonnes choses, beaucoup de succès. Et longue vie à toutes les boîtes que tu accompagnes, en tout cas, que vous accompagnez avec ton équipe. Merci, c'était un vrai kiff de parler avec toi, d'échanger avec toi. Et merci pour ta confiance. N'hésitez pas en tout cas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et un nouvel invité. Ciao les amis, ciao.